croise aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h. BD, animation, storyboard, Lisandro Risorcelli et ses héros dessinés revisitent les codes du genre et nous offrent des aventures inédites pour notre plus grand plaisir. Marie-Ange Philippe et elle s'intéressera aux Américains gothiques et iconiques de Grantwood et ce sera notre focus. Bonsoir Marie-Ange. Bonsoir Caroline. Bonsoir Lisandro Risorcelli et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors nous revenons ce soir sur vos créations et votre travail. Vous êtes fait connaître dans le monde de la BD en revisitant les codes du genre, des comics, des super-héros, avec notamment le redoutable Escalator et la Traînée jaune tome 1 et 2. Alors, on va quand même citer les éditeurs. Le redoutable Escalator, chez Alain Bollet, éditeur, et la Traînée jaune chez Scoutella Édition. Alors, avant peut-être de parler des codes, qui sont ces personnages loufoques, barrés Ce sont des super-héros à contre-emploi. Hein. C'est des super-héros qui n'ont pas de vocation. De vocation à sauver le monde, à aller au secours des uns et des autres. Ils deviennent un super-héros un peu par hasard. Un peu par hasard, alors que souvent c'est le destin qui prédétermine ça. C'est une volonté cosmique ou voilà, la suite d'une expérience qui a mal tourné. Là, ils sont complètement étrangers à l'affaire. Pour le redoutable Escalator, c'est un peu particulier. C'est un personnage, c'est une petite histoire courte. Je lui ai pas donné de passif, j'ai pas raconté ses origines. Pour la Traînée jaune, c'est autre chose. Ouais. Il y a quand même plus de narration, plus de pages et voilà, ça se déroule sur une plus longue période. Comment sont nés ces personnages ? En fait, je suis d'abord un lecteur de BD. Et donc, parfois, j'ai envie de lire certaines choses. Et quand je ne les trouve pas, j'essaye de les mettre en place, quoi, de les faire moi-même. Alors, l'idée, c'est de plonger des personnages, vous l'avez dit, qui ne sont pas forcément courageux ou envie de sauver le monde ou les autres, dans des situations extraordinaires. C'est ça. C'est ça. C'est un copain qui avait trouvé cette formule que j'avais repris, un grand pouvoir pour un grand irresponsable. C'est dangereux, non ? Oui. Et puis, en tout cas, ça suscite des histoires, quoi. C'est, voilà, ça fabrique du contenu loufoque, quoi. Vous avez un faible pour les anti-héros, les anti-héros ? Oui, sûrement, ouais. Ah oui, même complètement, ouais. C'est des personnages un peu plus rugueux, quoi, que les personnages lisses et solaires, façon Superman, qui a toujours une mèche toujours bien placée au bon endroit, même après un coup de planète sur la figure. Ça me plaît, j'aime bien les lire. Après, travailler là-dessus et passer plus d'une heure ou deux, non, ça m'intéresserait pas, quoi. Je préfère la rugosité des personnages, des anti-héros. Ouais. Et c'est ce qui manque selon vous aux comics et aux Marvel américains ? Le méchant est forcément très méchant et le héros est intouchable ? Pas forcément, mais on sait que le héros ne meurt jamais. Hein. On sait qu'il va se mettre en danger et qu'il va revenir d'une façon ou d'une autre. Moi, j'aime bien jouer avec ça, avec comment les scénaristes déjouent la mort, en fait, quoi. Donc ils reviennent toujours, mais ils sont pas tous comme ça, mais la plupart du temps ils sont comme ça. En tout cas, il y a une dimension d'autodérision qui est pas vraiment, quoi. On sent qu'ils ont peur de bousculer leur personnage, de leur faire subir vraiment des outrages, quoi. À part quelques cas et qui sont sûrement les plus intéressants. Pour quelle raison, selon vous ? Il ne faut pas perdre le lecteur ? Il ne faut pas l'effrayer ? Je pense qu'il faut leur vendre des posters et des marionnettes, et puis il faut que les marionnettes elles soient entières et puis stables, quoi. Un produit stable avec un Spider-Man qui change de temps en temps de costume, mais entre deux lessives, quoi. Voilà. Marie, je vous avais une question sur les franchises, justement. Oui, alors c'est une question très attendue. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la diffusion, de la réexploitation des comics, des Marvel, par exemple, sur Netflix, en série ou autre, ou en film. Est-ce que vous êtes un puriste et vous trouvez que ça dénature complètement l'objet de base, ou est-ce que c'est une autre porte d'entrée et donc, du coup, ça fait une ouverture en plus, en fait, à ce monde-là ?
Pour moi, c'est pas la même chose. Voilà, c'est des mêmes histoires, ça tournera autour des mêmes personnages, mais ce qui est d'une série télé, c'est une série télé, c'est jamais un livre. Dans le meilleur des cas, ça peut donner envie de lire le livre ou la BD. Voilà, moi, ça m'est arrivé pour le Seigneur des Anneaux, que j'avais jamais fini. J'ai regardé les films, ça m'a donné envie de lire les livres. Voilà, que demander de plus, quoi. Donc oui, si c'est des portes d'entrée, pourquoi pas. Moi, parfois, je suis client pour ça. Il y a des séries que je regarde assidûment. Walking Dead. J'ai arrêté la série papier et je continue à la regarder à la télé. Mais c'est deux choses différentes. Après, c'est dans notre époque. Moi, j'aurais eu ça gamin. J'aurais eu un t-shirt de Spider-Man. Il fallait se battre quand j'étais gosse pour avoir un t-shirt de Spider-Man. Aujourd'hui, on est inondé, complètement, peut-être même trop, quoi. Par ça, quoi. Mais c'est une émulsion que je trouve agréable, c'est une démarche tout à fait pop, de mélanger les genres, comme on a mélangé la musique classique avec le rock. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une certaine émulsion et puis une forme d'expression artistique qui fait que tout se rejoint. Puis j'ai l'impression de creuser un peu plus aussi parfois, soit la psychologie, soit le scénario, même des fois en s'en détournant. Je pense à Daredevil par exemple, qui est, j'ai l'impression, beaucoup en série, qui est beaucoup plus centré sur la psychologie du personnage que le comics de base. C'est peut-être pas un bien, mais ouais. En tout cas, c'est un axe qui est beaucoup. C'est un parti pris, quoi. Ouais, je pense que ça change selon les auteurs aussi. Voilà, le personnage, il est ce que les auteurs en font, quoi. Pour moi, Daredevil, ouais. C'est Daredevil à l'ancienne. Oui, ça n'a pas encore rempli ses promesses. Je pense que c'est un des personnages les plus intéressants de tous. Déjà, c'est un personnage qui vit dans un monde d'images et qui est aveugle. Donc déjà, cette thématique-là, comment traduire ses perceptions, etc., ça a poussé les dessinateurs à aller plus loin, et y compris les scénaristes, à placer des voix off vraiment intéressantes, etc. Il y a un côté polar là-dedans, parce qu'il n'a pas de super pouvoir, il a juste des choses qui compensent ses capacités. Pour moi, ce personnage-là, c'est vraiment... C'est quelque chose d'énorme, quoi. Il y a vraiment quelque chose à faire. J'ai pas encore été satisfait, ni par la série, ni par les films, donc unilatéralement on dira qu'ils étaient loupés, les longs métrages. La série a ses fans, et puis je retrouve pas le personnage. Moi, je voudrais Clint Eastwood à 20 ans. Ouais, je comprends. Vous oseriez vous attaquer à un personnage comme Daredevil ou un autre super-héros? Physiquement? Non, simplement avec votre palette graphique, déjà pour commencer. Au-delà de l'hommage, est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller jusqu'à ne pas les bousculer, Vous savez, il y avait dans le comics, à un moment donné... Il y a eu une forme de censure, c'est-à-dire dès que c'était un peu violent, on gommait les traces de sang, on gommait les couteaux. Et il y a eu des braguettones aussi, à l'ancienne. Alors là, c'était pas pour les choses sexuelles, mais qui étaient chargées de remettre les visages au modèle. Donc on se retrouve parfois avec un dessin de corps qui n'a rien à voir avec le visage des personnages. Je ne crois pas que j'aimerais qu'on me fasse ça. Mais on l'a fait au plus grand, alors bon, je pense qu'on pourrait me le faire. Mais sincèrement, comme un gamin qui a envie d'avoir accès à des jouets merveilleux, oui, ça me plairait. Et je pense que très vite, je m'en lasserai, quoi. Voilà. Je préfère fabriquer mes propres jouets. Alors justement, vos propres jouets, vos super-héros, vous avez opté pour le noir et blanc. Ouais. Pourquoi ce parti pris Notamment alors pour la traînée jaune. Déjà, c'était rigolo parce qu'il y avait jaune dans le titre. Forcément. On s'attend de la couleur. On dit pourquoi ou pas? Vous souhaitez... Jaune? Oui. Oh, il y a plein de raisons. Et, oui. Je suis curieux de connaître les vôtres. La plus évidente pour moi, mais non, c'est vous. On laisse peut-être les lecteurs le découvrir. Ouais. Alors, pardon, je vous ai coupé. Il y a une longue tradition du jaune en BD. Il y a la marque jaune, Aventure en jaune, The Yellow Kid. Voilà, le jaune, pour moi, c'est un peu la couleur de la BD. C'est un petit jeu interne. On est toujours obligé de trouver des justifications à ce qu'on fait. Alors, le noir et blanc, c'est parce que j'ai été longtemps coloriste.
Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre qu'on me considère comme coloriste. Donc je me suis dit, bon, quand j'ai fait cette BD-là, en faisant ma petite BD idéale, je me suis dit, je vais montrer que je suis un dessinateur. Et effectivement, depuis, j'ai plus fait de couleurs. J'adore ça, hein. Mais bon, déjà, c'est dur à reproduire. Et en plus, le côté noir et blanc, ça donne un aspect plus roman graphique. On est plus près de la page écrite, de la page en noir et blanc, avec un pourcentage bien précis de noir et de blanc qui forme un gris général. Voilà. Et à la Donc palette ça, pour moi, graphique, ça correspond plus à de l'écriture. À la palette graphique, oui, pour ça, ouais. Pour ça, ouais. Pour d'autres trucs, non, mais enfin, je suis pas complètement bloqué sur les outils. Je pense que ça doit s'adapter au sujet, quoi. autre particularité, vous êtes à la fois scénariste et dessinateur pour ces deux BD-là, ce qui est plutôt rare maintenant. Non, quand même pas, non. Non, j'ai pas l'impression. Enfin, moi, ce que je lis, en général, c'est plutôt des auteurs complets. C'est une vision très européenne d'être scénariste et dessinateur à la fois. Aux États-Unis, ils vont jusqu'à séparer le dessin au crayon de l'ancrage, de la couleur. Mais non, je crois pas que être un cas particulier par rapport à ça. Mais mon système narratif fait que c'est mieux si c'est moi qui fait l'histoire. Je peux intervenir, dévier, ajouter une page, rallonger telle séquence. Et puis c'est super confortable d'être son propre scénariste. Oui. Voilà. Comme on ouvre son frigo, on se dit tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ça, je mets de côté, puis on fait une petite popote. C'est super pratique, quoi. Voilà. On dit que le secteur de la BD est un secteur en crise. Il y aurait 5000 albums différents qui sortiraient chaque année et pourtant le nombre de lecteurs serait plutôt stable. Comment vous appréhendez cet état de fait? 5000 bouquins par année. Ouais. Alors si vous voulez vraiment des bouquins différents, c'est ceux-là qu'il faut lire. Sur les 5000... Comment on se démarque justement? Je sais pas, j'essaie d'être un peu libre. S'il y a 5000 bouquins, c'est que ça ressemble beaucoup à des produits. On en revient aux franchises dont on parlait. Moi, je suis dessinateur. Je ne veux pas être trop critique, mais il y a des fois où je pose un album, j'en prends un autre et j'ai l'impression que rien n'a bougé, quoi. Que c'est le même dessinateur, la même histoire. Dire qu'il y a un truc qui marche, une ça fait des uniformisation petits... du trait, des scénarios aussi. Ouais, je crois. Après, je suis client pour ça. Hein. Je suis un lecteur de comics. Donc, un comics, c'est pour un personnage, c'est 24 pages par mois. Hein. Donc, il y en a des séries Spider-Man, il y en a 4 ou 5 qui sortent simultanément tous les mois. Et ça n'empêche pas que de temps en temps, il y en ait de qualité. Mais ça dépend de l'auteur, toujours, quoi. Voilà. Alors, on parlait justement de détournement. Et sur le même thème, avec vous, Marie-Ange, Oui. un tableau. Je vais vous détourner du droit chemin. Exactement. Non, mais on n'attendait que ça. Qui dit comics, dit BD, dit pop culture et dit États-Unis. Voilà, ça c'est pour le chemin. Nous allons donc parler d'un tableau qui incarne et personnifie vraiment la pop culture depuis 1930 à peu près, le célèbre American Gothic de Grant Wood. Alors si le nom ne vous dit rien, votre œil l'a sûrement déjà perçu de manière plus ou moins détournée dans des films, dessins animés, BD même, ou séries, peu importe, puisqu'il s'agit d'un des tableaux les plus détournés au monde. Il a été peint dans les années 30, en 1930 d'ailleurs, dans un contexte de crise aux États-Unis qui a plongé l'Amérique rurale surtout dans une extrême pauvreté. Et il représente, voilà, donc c'est une composition frontale hein, de deux personnages, un homme avec tenant une fourche qui est le symbole du travail de la terre, mais aussi de l'hostilité, et une femme qui est là avec une espèce de stupeur ou de fatalité complètement figée. On ne sait d'ailleurs pas si c'est un père ou sa fille ou un couple, et on aperçoit derrière une petite maison avec des fenêtres style gothique qui a donné le nom au tableau American Gothic. Alors on l'a dit, peinture frontale, presque sans nuance, austère même, et c'est cette austérité
qui est intéressante parce qu'elle crée une sorte de malaise, voire d'intrigue. On a l'impression qu'il y a comme un secret, en fait, derrière ses époux ou ce père et sa fille. Alors, un corps dans le jardin, non, plutôt pas, plutôt une vie cachée. Derrière ce duo, en fait, qui incarne vraiment le côté visible de ce grand iceberg qui est l'Amérique puritaine des années 30, que se cache-t-il? Eh bien, les internautes, les artistes se sont amusés à imaginer une double vie à ces personnages. Alors, ça va du couple d'extraterrestres au couple sadomaso. Et bon, au-delà d'une prétendue vie sexuelle de ce couple. Ah oui, d'accord. C'est sympa. Donc, la fourche a été remplacée par un fouet. J'en reviens au tableau lui-même. À force de le regarder, on perçoit vraiment une espèce d'ironie cachée en fait dans ce tableau. Et c'est ce grand débat qui a agité les amateurs d'art. Est-ce qu'il s'agit d'une satire de l'Amérique des années 30 ou est-ce un hommage aux valeurs américaines de cette année-là? Et du coup, c'est cette ambivalence en fait qui a favorisé à la fois le succès de l'œuvre et ses détournements. Et la récupération politique qui va avec. Forcément, alors des démocrates aux républicains en passant par les écologistes, les conservateurs, notamment lors de la dernière campagne de Trump, se sont servis de ce tableau pour, toujours avec bon goût, mettre une casquette sur la tête du monsieur avec écrit « Make America Great Again » en référence aux valeurs de travail, oui, et puis de travail de l'Amérique. Alors cette image qui a traversé les médias, les supports, les âges, semble complètement universelle. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, Grant Wood, il peint pas du tout une Amérique homogène. Il peint une communauté qui sont des fermiers pauvres des années 30. Et pourtant, elle résonne des années 30 jusqu'aux années 2010 comme incarnant l'Amérique à elle toute seule. Et ces détournements, on jongle en fait entre le particulier et l'universel tout le temps. Et ces détournements, les détournements qui vont suivre, fonctionnent aussi de la même manière, c'est-à-dire qu'on voit des hipsters, des gothiques, des teenagers américains, tous représentant particuliers d'une seule et même culture. Évidemment, plus qu'un tableau, American Gothic est devenu une image, tant elle concentre et elle cristallise quelque chose des États-Unis. C'est pour ça qu'elle traverse aussi facilement la pop culture. Et je vais finir par un poncif, mais c'est vraiment l'icône d'une Amérique à la fois rebelle et conservatrice. Rebelle et conservatrice. Oui. On peut appliquer cette formule aux comics aussi, rebelle et conservateur. Rebelle et conservateur, oui. Ouais. Les héros sont super conservateurs. Ouais, et certains auteurs aussi. Bon, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus libérés, beaucoup d'anglais, bizarrement. Enfin, bizarrement ou non, je sais pas, mais voilà. Une différence entre un Alan Moore et un Frank Miller. Oui. Il y a deux points de vue complètement différents, quoi. Mais souvent, chez les Marvel, il y a une vision un peu lisse, puritaine du bien. C'est très manichéen, le bien, le mal. Ouais. Encore plus chez DC Comics, oui, je crois, que chez Marvel. Ouais. Marvel, il se permet d'être un peu coquin. Et puis, il commente beaucoup l'actualité. Et les personnages sont souvent en rapport avec un fait d'actualité, hein, que ce soit la conquête spatiale, les radiations... des mouvements de société comme le féminisme. Les personnages d'ici Comics, eux, sont stables et immuables. Ils restent dans leur univers. Ah oui, ils restent dans leur univers. Même pour que cet univers soit encore plus stabilisé, ils ont leur propre ville. Les personnages de Marvel évoluent à Manhattan. Enfin, on connaît la géographie. Quand on lit les comics, on sait où est Brooklyn, on sait où est Tante May quand Peter Parker il va boire un chocolat chaud et des beignets. Alors, Lisandro Ristorchil, il y a des références à la Corse dans vos BD. Et même plus que ça, dans le Foulard Rouge, aux éditions narratives, où l'action se situe carrément dans l'île. Ouais. Ça a coïncidé avec votre retour ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, c'est une rencontre avec un scénariste, en fait, qui avait décidé de Jean-Louis travailler... Fontenot. Regretté Jean-Louis Fontenot. Donc il avait décidé de faire une BD avec moi et puis au fur et à mesure des discussions, il s'est servi de moi, de mes envies, et c'est ça qu'il y a de bien aussi avec les bons scénaristes, c'est qu'ils vous taillent un costume et ils vous le taillent sur mesure. Vous n'avez plus qu'à partir avec, quoi. Mais bon, il faut partir après, il faut quand même tracer le chemin, quoi. Là encore, l'histoire est assez surprenante en quelques mots.
Au départ, c'est une commande pour vendre un médicament autour du psoriasis, hein, tout simplement, quoi. Donc c'est une BD de commande. Moi, ça m'a permis de me faire les dents, de faire de l'analogique, hein, pour le coup, pas du numérique. Donc c'est une BD qui est faite au crayon, complètement, crayon de couleur. Et ensuite, la couleur définitive est rapportée à l'ordinateur, quoi. Et l'histoire, c'est une rencontre. Hein, c'est une rencontre entre un Corse qui vit reclus dans la Maque avec son chien et sa moto. Et voilà, très, très imprégné culturellement, avec une nana qui est un peu touriste et partage certains problèmes, quoi. Voilà. Et puis il y a un feu de maquis, quoi. Alors là, il a fallu faire quelques pages avec des flammes. Voilà. C'était assez agréable à faire, ça. D'accord. Ouais, des pages complètement rouge, orange, jaune. Pour le coup, voilà, là, il y avait de la couleur. Et il y avait rouge dans le titre. Parfait, c'était raccord. Lisandro Ristorcil, votre premier métier, si on peut dire, c'est vous créez, vous dessinez des storyboards. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un storyboard ? Alors un storyboard, c'est une maquette de dessin animé. Ça ressemble à de la bande dessinée, sauf que la destination n'est pas du tout la même, hein. C'est une base de travail pour les animateurs et enfin, pour toute l'équipe qui va ensuite réaliser le dessin animé. C'est de la mise en scène, en fait, hein, de image par image, de tout ce qui se passe. Alors là, on voit à l'écran les images et le dialogue avec les notes. Voilà, les notes techniques, ouais. D'accord. Là, avec ce pavé, c'est un épisode. Ça, c'est 26 minutes. 26 minutes. Ouais. Combien de temps pour ces 26 minutes ? 26 minutes, il faut un mois et demi. Ça dépend de la prod, le temps qu'elle vous donne, et après, ça dépend de vous, le retard que vous pouvez accumuler. Voilà. Mais bon, il y a toujours un peu de retard, parce que c'est la préparation, hein. Avant cette étape-là, on ne peut pas quantifier le travail. C'est-à-dire on peut avoir 26 minutes avec 50 personnages, avec la cavalerie qui attaque, avec voilà. Et on peut avoir 26 minutes en huis clos avec 3 personnages enfermés dans une pièce. Le boulot ne sera pas le même. Qu'est-ce qu'on vous donne comme indication ? Alors, on rappelle que là, c'est pour les mystérieuses cités d'or. Donc, je peux peut-être vous le voler à la fin. Mais qu'est-ce qu'on vous donne comme indication pour un épisode ? Alors moi, on me donne les modèles, donc les modèles de personnages, les accessoires. Si c'est la plupart du temps tous les accessoires, si c'est une cuillère, c'est pas indispensable. Par contre, une charrette, des choses comme ça, là oui. Et les décors, évidemment, et le script. Voilà. Mais moi, je remets tout ça ensemble et je pose des images là-dessus. En français, c'est scénar-image. Voilà. On dit storyboard, scénar-image, ça ne va pas beau du tout. C'est pas très joli. Non, ça doit être du québécois, je pense. Vous imaginez vos BD sur écran ? Non, justement, j'essaie de faire la part des deux. Hein. J'essaie, quand je fais les BD, de faire ce que je ne peux pas faire en dessin animé. Par exemple, en dessin animé, c'est toujours une image, hein, mais une image après l'autre. Même s'il y en a 24 par seconde, à l'écran, vous aurez toujours une image. Une BD, ça se développe dans un objet. Vous pouvez revenir en arrière, en avant, et vous avez 2 pages qui se déploient devant vous, en général une douzaine de cases. Ça peut être plus, ça peut être moins. Et elles sont faites pour fonctionner ensemble. Et finalement, le format est plus libre. Et finalement, le format est plus libre parce qu'il y a la temporalité n'est pas la même. Il y a des ellipses de temps qu'on peut se permettre dans une BD. Mettons, on met un petit pavé et puis on met. Et puis 3 jours après, voilà. En dessin animé, c'est plus compliqué, quoi. Voilà. On est obligé de donner l'illusion d'un temps réel, d'un timing réel. Après, évidemment, entre les scènes, entre les séquences, il y a des ellipses qui se font, hein. Le lendemain, il y a un coq qui chante, il y a un soleil qui se lève, et puis on sait qu'on est arrivé au lendemain. On est obligé de poser ça. En BD, si on n'a pas envie de dessiner le coq et le soleil qui se lève, on met « et le lendemain ». Voilà, on peut aller directement, on est obligé d'être plus concis, y compris même au niveau des dialogues, hein. On a une place, soit il y a du texte, soit il y a du dessin. Faire cohabiter les deux, ça devient très, très difficile. Alors il faut faire des grandes cases. Pourquoi des grandes cases ? Parce qu'il faut qu'il y ait une action qui se passe. Voilà, il faut gérer ça un peu comme ça. Donc
En général, en BD, on est toujours très, très concis au niveau des dialogues. Hein. On essaie de faire le plus possible de punchline. En dessin animé, c'est différent. Et puis, il faut satisfaire les comédiens qui arrivent après. Un projet, peut-être, pour une autre BD? Oui, en ce moment, là, je travaille sur un projet, alors toujours dans l'esprit comics, qui parlera des pulps, des BD populaires, des histoires courtes, d'horreur. La sortie est prévue 2018, promis, ça sortira en 2018. Allez, super, et vous reviendrez nous en parler. D'accord. Lisandre Ristorchel, merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. Je vous l'ai dit, revenez nous voir quand vous voulez. Merci beaucoup. Marianne Philippe, bonsoir et à très bientôt. À bientôt. Alors pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt, dès demain, d'ailleurs, toujours sur France 3 Corse via Stella. Merci beaucoup.